Expérience très concrète avec ses réussites, ses échecs, ses limites et quoi qu'il en soit, beaucoup de choses à creuser au travers de cette expérience, de cet exemple, les travaux d'intérêt général et puis plus largement les alternatives à la prison, le sens de la sanction pénale. C'est de tout cela que nous allons parler à présent. Nous allons en débattre avec nos invités et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir sur ce plateau Léa Grujon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des chantiers Passerelle. C'est une structure associative qui développe précisément et propose des alternatives à la prison. Face à vous, Stanislas Godon, bonjour. Bonjour. Vous représentez les policiers puisque vous êtes porte-parole du syndicat Alliance. Bonjour Youssef Choukri. Bonjour. Vous êtes, secrétaire national du SNEPAP, le syndicat national de l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire. Vous avez, comme conseiller probation, ancien conseiller probation et insertion, vous avez suivi des personnes condamnées à des travaux d'intérêt général. Et puis, bonjour François-Noël Buffet. Bonjour. Vous êtes sénateur, Les Républicains du Rhône et vice-président de la commission des lois du Sénat. Vous avez été co-rapporteur du projet de loi de programmation de la justice 2018-2022 qui est donc toujours en cours d'examen. Alors tout d'abord, j'avais envie de vous demander votre réaction à ce que nous venons de voir. Qu'est-ce que vous retenez des différentes expériences que nous avons vues dans ce documentaire, Léa Grujon ? Bien, je pense que ce documentaire il permet de montrer plusieurs choses. La première, c'est que le travail d'intérêt général peut être un véritable tremplin vers l'insertion des personnes, y compris quand elles ont un parcours délinquant, quand elles sont désinsérées. Ce documentaire il permet aussi de montrer à quel point la prison elle peut être contre-productive, puisque c'est des personnes qui ont été condamnées à de multiples reprises et qu'on voit dans ce documentaire pourtant récidiver. Et d'ailleurs, on voit l'une d'elles repartir en prison pendant son tige pour des faits qu'elle avait commis avant la peine. Et donc, c'est contre-productif aussi pour la peine qu'elle était en train d'exécuter. François-Noël Buffet, qu'est-ce qui vous a touché, vous ? C'est que la tâche est énorme, mais si on peut, par ce dispositif, permettre à une personne condamnée ou à quelqu'un qui a commis une infraction de pouvoir finalement retrouver le droit commun de la vie, ça vaut largement la peine. En même temps, c'est très difficile. C'est long, c'est un travail de longue haleine qui nécessite beaucoup de préparation, je crois, qui doit permettre que les tribunaux d'ailleurs doivent apprécier le plus tôt possible sur la capacité de la personne à pouvoir réaliser ce travail d'intérêt général, qui est à la fois une sanction, c'est-à-dire une réparation due à la société, et à la fois l'exécution d'une peine qui permet à quelqu'un de revenir dans le droit chemin. Donc c'est absolument essentiel, mais on sent bien que il y a beaucoup d'humanité, c'est fragile. Et puis effectivement, Michel, je crois, oui, qui exécute une peine finalement avant qu'il ait débuté son TIG. Ça, c'est un problème d'organisation judiciaire qu'il faut essayer de résoudre aussi. Et il retourne en prison. Parce qu'il avait l'air bien parti. Ouais, il avait l'air bien parti. Ce qui est frappant quand même, c'est aussi cette espèce de choc culturel. Ça en est presque comique parfois. Il y a cette scène où on les voit essayer de faire rentrer un cochon dans une case. Vous disiez ça demande de la préparation. Est-ce que parfois quand même ces jeunes ne sont pas projetés dans un milieu qui est absolument pas le leur? Est-ce qu'il n'y a pas un petit sous-sujet quand même à ce niveau-là, Youssef Choukri? En fait, c'est tout l'intérêt d'un travail d'analyse, d'évaluation et de diagnostic posé bien avant. C'est ce qu'on porte, nous, en tout cas, au nom de l'organisation syndicale que je représente ici. C'est que tous les postes tiges ne sont pas tous adaptés aux mêmes personnes. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de menu. Je veux dire qu'une proposition d'un travail d'intérêt général au sein d'une structure peut ne pas correspondre à une autre personne. D'où le travail en amont. C'est tout ce travail-là qui est très important et très fondamental. C'est ce qu'on nous porte, nous, et ce que fait, au fond, en fait, les collègues d'ISPIP. Justement, un travail au plus fin pour vraiment orienter la personne vers une structure adaptée, sur un poste adapté, tout en prenant en considération tout le parcours, parce qu'il y a tout un parcours bien avant l'orientation vers un travail d'intérêt général sur une structure. Encore faut-il qu'il y ait suffisamment de structures. On va avoir l'occasion d'en reparler. Avant cela, Stanislas Godon, vous, votre réaction à ce film, est-ce que, là encore, il y a des choses qui vous ont touché? Est-ce qu'il y a des limites aussi que vous avez pu voir dans ces dispositifs? Oui, bien sûr, parce que vous savez que les policiers sont assez sévères, notamment vis-à-vis de la chaîne pénale et des réponses pénales qui sont parfois apportées et qui sont en décalage total, parce que vous savez, les policiers de terrain, ils sont confrontés au quotidien à parfois des jeunes, parfois des adultes qui sont des multirécidivistes que l'on retrouve la semaine suivante. Alors, l'idée, c'est que la peine alternative, qu'elle existe, c'est pas le débat, c'est qu'elle soit effectivement, et je vous rejoins, adaptée avec un diagnostic. C'est-à-dire que pour nous, il y a par exemple des infractions qui ne peuvent pas
être appliqué avec une peine alternative. Il y a des choses que je pense notamment tout ce qui est envers les forces de sécurité, envers les personnes qui assurent une mission de service public, comme par exemple les enseignants. Par exemple, voilà. Exactement. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on est assez prudents sur certaines infractions. L'alternative, pourquoi pas, mais attention, pour quelles infractions ? Il y a une dimension qui est à la fois très belle et peut-être assez idéaliste dans le projet qui est porté par Julien qui dirige donc cette structure. D'ailleurs, on va peut-être le réécouter puis ensuite je vous ferai réagir. Quand tu viens faire tes tiges ici, que tu vois 150 gamins comme aujourd'hui qui viennent profiter de l'infrastructure et qu'eux ils y ont participé et qu'ils y participent au quotidien, ça donne du sens. On est vraiment sur un truc, moi je me reconnais dans ce gamin-là petit, et finalement les maternelles nous aident énormément. Alors c'est un moyen pour nous économique de rentrer un peu d'argent, même si on est super pas cher, mais c'est surtout un outil énorme, parce que là tu peux pas te dire ouais ce que je fais là ne sert à rien. Alors là, il fait référence à la présence des enfants. Ce qui, moi d'ailleurs, à titre personnel, m'a surpris, la présence des enfants auprès de ces jeunes qui, eux, ont été condamnés, Youssef Loukri. Oui, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Julien Boucher à Paris quand il dirigeait notre structure sur Paris. Justement, on plaçait des tiges chez lui. Et il a tout dit en fait, parce qu'il parle du sens. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et quel est le sens qu'on veut vraiment donner à la peine? Et qu'est-ce qu'on veut vraiment inscrire dans une perspective, dans une continuité de prise en charge? D'où le travail du diagnostic, je reviens là-dessus, d'évaluation auparavant. Et ce qui est intéressant dans cette expérience-là, c'est que justement, à travers la présence au sein d'une structure où il y a des gamins qui viennent en fait voir les animaux avec des parents, des maîtresses des écoles et tout ça, on est vraiment dans une reconstruction du lien social quelque part. C'est un peu utopique ça, Stanislas Godon? Alors juste pour rajouter, je crois que dans le côté pédagogique de la peine, il y a un élément qui est quand même très très important, c'est le délai d'exécution de la peine. Et ça, je crois que c'est un réel problème en France. D'abord, il y a des peines qui ne sont pas exécutées. Je crois on oscille entre 80 000 et 100 000 peines non exécutées en France. Et puis, je crois qu'il y a un taux de réponse pénale qui est extrêmement long, notamment pour les peines courtes d'ailleurs. C'est assez surprenant. Plus la peine est courte, parce qu'évidemment, il y a la surpopulation carcérale dont on parle très souvent, et donc plus la peine, elle est longue à être exécutée, notamment, ça va même jusqu'à 1 an parfois. Et quelle réponse vous apportez justement à l'auteur d'une infraction quand il est condamné et qu'il exécute au bout de 1 an sa peine? Alors ça, on va en parler parce qu'il y a une question de moyens, effectivement, puisqu'encore faut-il, une fois de plus, qu'il y ait des structures. Je voudrais quand même une précision, parce que ça, encore une fois, ça peut surprendre quand on regarde ce documentaire, Léa Grujon, que des personnes qui ont été condamnées soient au contact d'enfants. Tout ça est très encadré, j'imagine. Déjà, je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que des personnes qui peuvent être condamnées à un TIG le sont pour des délits punis d'emprisonnement, et en majorité, c'est des vols, des délits routiers, des outrages, en effet, à agents ou dégradation. Donc, c'est des délits considérés par la loi comme étant de faible gravité. C'est important de pouvoir permettre aussi à des personnes qui ont commis une infraction de réparer le dommage qu'elles ont causé à la société, en l'occurrence de se rendre utile et de permettre aussi de transmettre l'amour de la nature, des animaux à des enfants. Je pense que c'est important de ne pas considérer qu'à partir du moment où il y a une personne qui est délinquante, on va l'enfermer dans son statut de délinquant et qu'elle ne pourra plus en sortir. Parce que c'est finalement le meilleur service qu'on peut lui rendre que d'accepter qu'elle puisse aussi changer et sortir de ce processus délinquant. Un mot sur la place des personnels pénitentiaires dans le dispositif qu'on vient de voir. Est-ce qu'ils sont présents? On ne les voit pas beaucoup dans ce film. Est-ce qu'il y a au quotidien des encadrants qui sont membres de l'administration pénitentiaire, Youssef Loukri? La place de la pénitentiaire et des SPIP, elle est centrale dans la prise en charge de ces personnes qui sont... Mais là, ils sont assez discrets. Ils sont discrets parce que la collègue elle a fait l'orientation tout au début du film vers la ferme. Mais il y a un contact direct parce qu'il y a un contact direct, une relation vraiment très étroite avec le partenaire, dans le sens où il doit rendre compte en fait du déroulement de la mesure. Est-ce qu'il y a des incidents ou pas? Est-ce qu'il y a des problèmes ou pas? Est-ce qu'il respecte les horaires ou pas? Et en même temps, vous avez vu la fiche horaire en fait qui est adressée en fait au partenaire pour marquer les heures et qui est signée. Il y a un suivi, on ne les voit pas dans le film d'une manière continue, mais ça, ils sont présents. On est bien d'accord, ils sont là, ils vérifient chaque jour. C'est central, c'est central pour la bonne exécution de la mesure. Alors, quel type de structure aujourd'hui peut accueillir des condamnés à ces peines? Parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, il y a un manque de moyens, mais manifestement, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi parce qu'on manque de structure du type de celle qu'on a vue dans le film. Je
pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a un réel problème à partir du moment où le TIG, c'est une peine qui est plébiscitée par les professionnels, qui existe depuis 35 ans et qui pourtant représente aujourd'hui seulement 7% de l'ensemble des peines prononcées. Et pourquoi ? Parce que à la fois sa force, mais aussi sa fragilité, c'est de reposer sur l'implication de la société civile et donc d'associations, de collectivités, de certaines entreprises de services publics qui vont proposer des postes de TIG à des personnes qui vont venir travailler sans rémunération. Et ça, c'est votre travail d'une certaine manière. Les chantiers passerelles proposent notamment, repèrent et mettent en relation des entreprises, des structures administratives avec la justice pour accueillir des condamnés à des travaux d'intérêt général. Alors, au niveau de l'association, nous, on a constitué un réseau national, le Forum du travail d'intérêt général, qui nous permet de travailler sur les territoires en lien avec les services de la justice pour promouvoir cette peine, rassurer, informer de nouvelles structures qui parfois ne savent même pas qu'elles peuvent accueillir. Il y a aussi pas mal de préjugés à déconstruire. Et puis aussi pouvoir leur permettre d'échanger entre elles. Parce que voilà, une association qui va parler à une autre association en lui disant voilà comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, quelles difficultés j'ai surmontées et comment, c'est aussi beaucoup plus porteur pour aller développer de nouveaux postes de TIG. Alors, est-ce que les travaux d'intérêt général, et là je m'adresse à vous Youssef Choukri, ça marche en termes d'efficacité? Vous nous parliez du sens de la peine, éventuellement de la prise de conscience, et puis il y a une bonne manière de savoir si ça fonctionne ou pas, c'est le taux de récidive. Ça fonctionne quand on a fait une bonne évaluation, quand on a vraiment travaillé un bon diagnostic, quand on a donné les moyens au SPIP pour vraiment bien travailler et pour vraiment accompagner les personnes. Parce qu'encore une fois, la mesure de TIG, c'est un sas, c'est une partie de la vie de la personne. Il faut travailler en amont pour vraiment inscrire aussi dans une perspective avec des projets dans l'avenir. Je vous donne un exemple. Sur le SPIP de Paris, parce que je suis toujours SPIP en activité, je ne suis pas ancien comme vous l'avez évoqué à la présentation, malgré l'activité syndicale que j'exerce aujourd'hui. Si on travaille avec des structures, on a travaillé sur le profil, moi j'ai eu le cas des personnes que j'ai orientées vers les parcs et jardins de la ville de Paris pour effectuer un TIG qui ont permis à la personne de faire une formation spécifique paysagiste et qu'ils ont trouvé un emploi. Et là, ce sont des gens qui s'en sortent. C'est ça qui est important. Léa Grugeon, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que la majorité des personnes qui sont condamnées à un TIG ont moins de 30 ans, sont sans emploi, sans expérience professionnelle, et que le TIG leur permet de remettre un pied dans le monde du travail, de découvrir un métier, de retrouver un cadre, de se lever le matin, on le voit dans le documentaire, de renouer du lien social aussi en intégrant une équipe, et du coup de reprendre confiance en soi. Et puis surtout aussi d'agir en tant que citoyen, de trouver une place de citoyen dans la société, puisque c'est des personnes qui vont agir pour l'intérêt général, plutôt que l'inactivité et le fait de rester, par exemple, 23 heures sur 24 en cellule. Ils ont parfois du mal à le comprendre. D'ailleurs, on le voit dans le documentaire. Ils disent, moi, je ne suis pas payé. Ils ont du mal à comprendre pourquoi ils sont là. Il faut bien préciser que ça reste une peine. Exactement, voilà. Stanislas Godon, l'une des raisons pour lesquelles cela reste peu utilisé, ce sont sans doute aussi les résistances de l'opinion publique et peut-être d'ailleurs aussi donc, des policiers, parce qu'on l'a bien senti chez les policiers. Il y a beaucoup de questions aussi qui se posent à propos des travaux d'intérêt général. Beaucoup de questions parce qu'effectivement, de l'expérience de mes collègues de terrain, c'est que en fait, ceux qui vont en prison, ce sont des récidivistes. Avant, il y a beaucoup de peines alternatives qui sont quand même exécutées, notamment sur les mineurs, parce que peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Les mineurs, il faut savoir qu'on les retrouve de manière extrêmement fréquente et parfois pour des délits extrêmement graves. Et vous savez, le policier, quand il interpelle les individus, quand il les met à disposition de la justice, et puis quand il les retrouve une semaine après, et puis ainsi de suite. Après, il a vraiment l'impression un peu de vider l'océan avec une petite cuillère. Cela dit, vous avez en tête ce chiffre que dans 60% des cas, quelqu'un qui a fait un TIG, il ne récidive pas, alors que c'est beaucoup plus important après une détention. Alors, nous, en tout cas, franchement, le contact qu'ont mes collègues de terrain avec notamment la jeune génération, franchement, ça devient de plus en plus compliqué. D'abord parce vous dites que ce n'est pas la perception que vous avez. Non, du tout. Du tout. Et alors, on a un décalage entre l'univers statistique et la perception et la réalité du terrain. Très, très concrètement, j'entends les statistiques où on nous explique qu'il n'y a que la prison qui fait de la récidive.
c'est pas tout à fait ce que les policiers nous racontent au quotidien, très franchement. François-Noël Buffet, puisque précisément, il y a quelques jours, Nicole Belloubet a annoncé vouloir revoir la justice des mineurs, on en parlait à l'instant, est-ce que les travaux d'intérêt général, on rappelle que c'est possible à partir de l'âge de 16 ans, est-ce que les travaux d'intérêt général, ça a un sens, un intérêt supplémentaire pour ces jeunes à partir de 16 ans? Je vous répondrai oui, si ça correspond à la personnalité de la personne. Excusez-moi de la redondance, mais c'est vraiment ça. Le travail d'intérêt général, ce n'est pas la panacée pour tout le monde, mais ça peut être la solution pour des individualités qui sont en capacité d'en tirer profit. Ce que vous dites est très juste. Aujourd'hui, on a une évolution de la délinquance des mineurs qui est évidente, c'est-à-dire que ça devient extrêmement violent. C'est-à-dire qu'un mineur aujourd'hui de 14, 15, 16 ans est parfois beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent, en tout cas certainement qu'un mineur d'un même âge il y a 20 ans ou 30 ans. Et dans ces cas-là, la prison est une solution? Le travail d'intérêt général n'est pas toujours adapté, donc il peut y avoir d'autres systèmes qu'il faut inventer. C'est l'objectif de la réforme de l'ordonnance de 45, en tout cas c'est le nôtre. C'est peut-être pas celui de la ministre, on n'en sait encore rien puisqu'on ne connaît pas le texte, mais pour ce qui nous concerne, on souhaite qu'on revoie cette ordonnance de 45, qui a déjà été vue 40 fois, remarquez, mais qu'on repense la sanction pénale pour les mineurs, compte tenu de la nature de cette minorité qui a beaucoup changé, et qu'effectivement, il y a des jeunes gamins de 16 ans qui se comportent comme des types de 19 ans, et qui sont aussi violents que des types de 19 ans. Et on ne peut pas répondre pénalement à ces gamins de 16 ans avec des peines avec le principe d'excuse de minorité, alors même qu'ils se comportent comme des adultes de 19 ans. Alors, il faut repenser le système et s'adapter, parce que la nature de la délinquance n'est plus la même. Stanislas Godon, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste un exemple très concret, Garges-les-Gonesse, vous avez tous vu cette vidéo absolument insoutenable où là il y avait des gamins de 14 ans qui étaient capables de faire quelque chose qui était passible des assises. Quand on voit ces images-là, il faut savoir que nous au quotidien, on constate que ces jeunes-là n'ont plus peur ni du policier, ni de la sanction pénale. Mais on est bien d'accord, dans les cas que vous évoquez, il n'est pas question de travaux d'intérêt général. Non, puisque, mais on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, la réponse pénale, elle commence parfois avec des infractions mineures. Et après, c'est les principes de la roue crantée. Et après, vous allez au-dessus. L'outrage envers les agents de la force publique, après, c'est la rébellion. Puis après, c'est les violences volontaires. Puis après, c'est Viry-Châtillon. Et en fait, chaque fois, on saute un palier et qui, pour nous, est insoutenable et inadmissible. Et c'est là où on dit, attention, effectivement, vous le disiez très justement, les peines alternatives, oui, mais en raison et sur un profil bien particulier et des infractions bien déterminées. Léa Grujon, vous entendez ces résistances et le fait que, voilà, dans l'opinion, et puis chez les personnes qui sont directement confrontées à la délinquance, c'est le cas des policiers, on se dit parfois, voilà, l'incarcération, c'est la seule solution. Vous l'entendez, ça ? Je pense que depuis les années 50, voilà, on a cessé de construire de nouvelles places de prison, qu'on a cessé d'incarcérer, de dépenser des milliards pour de nouvelles places de prison, alors qu'aujourd'hui, la prison, c'est un moyen onéreux de fabriquer de la délinquance. Et pour moi, ça me questionne qu'on continue à faire de la prison la peine de référence, alors qu'elle produit de la délinquance, de la récidive et de nouvelles victimes. Et j'entends évidemment voilà, la difficulté qui est rencontrée par les professionnels au quotidien. Pour autant, même sur la question de l'outrage, afin d'éviter qu'il y ait une dégringolade, comme vous l'évoquiez, le TIG peut être un moyen efficace aussi de prendre conscience de l'acte commis. Notamment, on voit pas mal de TIG qui sont effectués dans des gendarmeries, avec la police, avec voilà, des militaires, et qui permettent de travailler avec les personnes en TIG sur finalement un lien renoué avec l'institution. Les travaux d'intérêt général chez les policiers, quel est le regard du syndicat de policiers Alors, je crois que si vraiment ça fonctionnait, enfin en tout cas moi, en 24 ans de carrière, je ne crois pas en avoir vu d'appliquer, que ce soit dans des services type commissariat ou autre. Mais ce que vous disiez, enfin... Je vous rassure, hein, l'outrage n'a jamais été puni d'une peine d'emprisonnement. Hein. Nous, on ne l'a jamais vu, en tout cas, constaté sur le terrain. Donc, pour l'instant, il n'y a que des peines alternatives ou du sursis qui est prononcé sur les outrages. D'ailleurs, c'est pour ça que très souvent, on les retrouve après derrière. Par contre, vous disiez quelque chose de très juste. Sur la surpopulation carcérale, les conditions de détention, effectivement, elles sont d'abord condamnées par l'Europe, par tout le monde. Et c'est pour ça que nous, on dit, les places de prison qui peuvent être construites, elles peuvent soulager, mais soulager
Jusqu'à quel point? Et quelle est la demande? Parce que quand on analyse et qu'on dit qu'il y a 80 000 ou 100 000 peines non exécutées, qu'on est déjà en surpopulation carcérale avec celles qui sont prononcées, l'équation, arithmétiquement, il faut effectivement des milliards. Et là, je rejoins sur les moyens donnés à la justice. Et vous voyez, comme quoi les policiers ne sont pas opposés à la justice, au contraire, on est complémentaires. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle ait les moyens de travailler pour qu'on ne retrouve pas les mêmes personnes quelques semaines après. Alors, il y a un procès qui est souvent fait aux travaux d'intérêt général, et d'ailleurs qui est ancien, puisque c'est le procès en laxisme. Je voudrais d'ailleurs, avant qu'on poursuive notre débat, qu'on regarde cette archive sur la prison. Je vous propose de regarder, on est en 1983, quelques jours avant l'adoption de cette mesure dont nous parlons depuis tout à l'heure. Robert Badinter est garde des Sceaux, François Mitterrand est président de la République. Je dis parce que ça a son importance, le débat sur la suppression de la peine de mort est encore dans les mémoires. Les policiers reprochent alors aux gardes des Sceaux son laxisme, et alors François Mitterrand leur répond. Il y a peu de temps, jusqu'en 1979, la dernière grande manifestation policière à Paris, quand les policiers manifestaient, ils prenaient le ministère de l'Intérieur pour cible. Cette fois-ci, ça a été en priorité le ministère de la Justice. Une partie probablement non négligeable de l'opinion reproche un certain laxisme à la justice. Même si les statistiques leur donnent tort, comment faire face à ce besoin de sécurité qui se traduit? Laxisme, c'est un mot qui sert à n'importe quoi. J'ai le plus grand respect pour le caractère et la compétence du garde des Sceaux. Et j'ai confiance en lui. En vérité, on mélange tout par passion politique, et beaucoup de gens mal informés, mais sensibles et justes, ont tendance à penser que ceux qui accusent le garde des Sceaux ont raison. Voyez-vous, nous sommes dans une situation en France qui, pour la première fois depuis 1789, depuis la première Révolution française, veut qu'il n'y ait ni peine de mort, ni tribunaux d'exception. S'en plaindra-t-on? On pourrait s'en plaindre si la criminalité de grande envergure, si je puis dire, le crime de sang, avait progressé depuis que ces décisions ont été prises. Ce n'est pas le cas. Il est vrai que la petite et moyenne délinquance s'est développée de façon dramatique, surtout dans nos grandes villes. Il est vrai qu'il se pose des problèmes de prévention et de sanction. Nos prisons sont pleines. Nous avons à nous préoccuper, et le garde des Sceaux le fait, c'est un homme d'État, du devenir d'une jeunesse souvent désaxée par la mauvaise organisation de notre société. Voilà, on est en 1983, on a l'impression que le débat que nous avons depuis tout à l'heure, finalement, n'a pas beaucoup avancé depuis 35 ans. Comment se fait-il, et là je m'adresse à tous les quatre, vraiment, comment se fait-il que en France, voilà, la prison continue de rester la norme, Youssef Choukri? Vous savez, vous avez parlé des archives et d'interventions d'anciens présidents de la République. Il faut voir un peu au-delà de l'Hexagone ce qui se passe ailleurs. Dans les autres pays, on prend la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et autres. Ils ont développé quand même un travail vraiment de fond sur les alternatives à la prison. Je prends par exemple l'exemple du TIG, qui est la première réflexion sur le TIG, il date de 1872 en Grande-Bretagne. Nous, on l'a mis en place en 83. On avance, je dis 1983. 1983, pardon. Ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'il faut revoir l'échelle des peines. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur le sénateur. On a toujours comme référence la peine de prison qui reste la peine de référence. Mais pourquoi c'est culturel chez nous? Je pense parce que la personne ne peut vraiment entrer dans une logique en fait, de rédemption que par la souffrance. Il faut qu'il paye, il faut qu'il soit en prison. C'est ce qu'on entend d'ailleurs dans les mots de Robert Badinter, voilà. Qu'on entend dans le documentaire, qui dit la peine, ce mot peine, il a un sens, effectivement. Voilà, il y a la peine. Alors que je pense qu'il y a autre chose à développer en parallèle. Je ne dis pas que la prison, elle n'est pas un élément, en tout cas, central dans la vie d'une société, et c'est normal, mais je veux dire par là que plusieurs peines, on peut vraiment leur proposer en fait, par rapport à d'autres sanctions, d'autres alternatives. Je reprends par exemple le cas de l'outrage pour les agents des autorités d'autorité publique. Les stages de citoyenneté. Les stages de citoyenneté, on les a organisés, on l'organise toujours sur le SPIP de Paris, avec l'intervention de pas mal de partenaires justement pour faire prendre conscience aux personnes qui participent à ce stage-là
de justement le respect de l'autorité publique et de le respect vraiment de l'autorité de police, du pompier, du gendarme et ainsi de suite. C'est un travail de fond, c'est un travail de prévention, mais c'est un travail qui doit aussi s'inscrire dans le temps. D'où justement le travail. Il faut intégrer l'approbation. Je regrette qu'on n'a pas parlé aussi de la contrainte pénale et la loi de 2014. Il y avait quand même la contrainte pénale, vraiment avec un travail d'évaluation criminologique vraiment de fond pour pouvoir accompagner les gens et proposer quelque chose vraiment dans un parcours, d'une trajectoire de prise en charge par rapport aux infractions commises et ce qu'on peut proposer pour sortir de la délinquance, parce que c'est ça le sens. Ouais, alors on a évoqué, François-Noël Buffet, les 7000 places de prison qui sont prévues dans la loi de programmation. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à vouloir à la fois augmenter le nombre de places de prison et développer les peines alternatives ? Je pense que les deux projets se mènent en même temps, pour le coup. Parce que nous avons besoin de prisons et de places. 15 000 avait dit le président de la République, Mme le garde des Sceaux a renoncé. On est à 8 000 d'ici 7 000 d'ici 2020, et puis 8 000 ensuite, 2022 et 8 000 ensuite. Donc ça pose quand même une difficulté parce que dans nos maisons d'arrêt, l'encellulement individuel n'existe pas. Et donc c'est évidemment le creuset de tas de difficultés, y compris d'ailleurs du suivi individuel de ceux qui sont détenus et de la préparation à l'exécution de leur peine et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc cette situation elle est catastrophique. Elle n'existe pas dans les lieux où les gens exécutent des peines de longue durée, où là c'est structuré, ça fonctionne, c'est tout à fait autre chose. Donc on a besoin de ces peines, de ces places de prison supplémentaires. Mais on a aussi besoin de travailler sur l'alternative à la prison, si on veut que le système soit équilibré et fonctionne. Or, il faut réviser l'échelle des peines. Le garde des Sceaux a refusé cela dans le cadre du texte qui est en cours actuellement. Nous avons demandé au Sénat cette révision de l'échelle des peines. Elle a considéré que ce n'était pas le moment et qu'elle ne voulait pas le faire. C'est regrettable, il faut le faire car il faut impérativement que les tribunaux aient tous les outils pour prononcer la bonne peine. 10 ans de prison s'il le faut, 5 ans ferme, du sursis ou du travail d'intérêt général, parce qu'il y aura eu un travail d'évaluation des prévenus le plus tôt possible dans de bonnes conditions. Si on ne va pas sur ce dispositif qui est en réalité très complémentaire, on n'y arrivera pas. Et ce que décrit l'ancien président de la République 35 ans plus tard, on ne change pas un mot de ce qu'il dit, mais pour des raisons différentes aujourd'hui. Mais il faut vraiment... Il faut que vous compreniez, enfin me semble-t-il, que la population comprenne que le ministère de la Justice, qui est un ministère régalien par excellence, est le ministère le plus en difficulté de tous les ministères régaliens, par faute de moyens depuis des années, et surtout par des moyens erratiques qui lui ont été donnés. L'administration judiciaire, je me permets de terminer de dire là-dessus, parce que c'est très important, ça vaut pour l'administration pénitentiaire, ça vaut pour le judiciaire pur, civil et pénal, ça vaut évidemment aussi, dans un autre budget, pour les affaires de police. C'est la même chose. On est sur ces ministères régaliens dans des 100 lignes de fond continues et progressives qui permettent d'assurer un résultat très positif. Léa Grugeon, quand vous entendez 7000 de places de prison créées, vous qui nous disiez tout à l'heure que c'est une machine à fabriquer de la délinquance, comment est-ce que vous le recevez dès lors que, parallèlement, effectivement, on dit qu'on va développer les peines alternatives ? Écoutez, depuis 1956, la population carcérale a triplé et pour autant, voilà, l'État a mis en place de nombreux plans pour construire de nouvelles places de prison. Les experts ne cessent de rappeler sur le sujet que plus on incarcère, plus on remplit les prisons. C'est encore la contrôleure générale des lieux de privation de liberté qui ne cesse de le rappeler. Aujourd'hui, je pense que quand on parle de laxisme, c'est plutôt qu'est-ce que ça veut dire le laxisme? Est-ce que c'est finalement pas continuer de remplir des prisons qui en effet produisent de la récidive et de la délinquance? Je pense qu'il faut se poser la question du sens de la peine. Est-ce qu'une peine, elle a vocation à en effet faire uniquement souffrir sans réflexion sur le passage à l'acte et en amenant la personne finalement à être plus désinsérée, plus désocialisée, vous dites on peut violente. Prendre conscience, on peut mieux prendre conscience des erreurs qu'on a commises quand on effectue des travaux d'intérêt général plutôt qu'en prison? Aujourd'hui, la majorité, la durée moyenne d'une peine de prison, c'est 11 mois. Donc voilà, nos prisons sont remplies de courtes peines de prison. C'est-à-dire que c'est des personnes qui passent leur incarcération dans des maisons d'arrêt, en étant pour certaines 23 heures sur 24 en cellule, avec très peu d'activité de travail à 3 dans 9 mètres carrés. Il me semble que ce n'est pas des conditions qui favorisent une réflexion sur le passage à l'acte, contrairement à un TIG qui permet de réparer le tort qui a été commis à la société et de travailler surtout sur les facteurs de l'indélinquance. Il me semble que la prison n'a pas vocation à résoudre les problèmes sociaux et sanitaires de notre société. En l'occurrence, elle les entretient.
Stanislas Godon, vous vouliez ajouter quelque chose? Juste en parlant de laxisme, 83, en fait, manifestation de policiers suite à 2 policiers décédés tués par des cambrioleurs. Octobre 2015, manifestation place Vendôme contre le laxisme de la justice suite à notre collègue du 93 sur qui on avait tiré à 3 reprises. Et évidemment l'auteur, multirécidiviste, en cavale. Voilà. Et ça, c'est vrai que pour nous, ça pose un souci. C'est que quand on a affaire à ce genre d'individus qui sont capables de tirer en plein jour, hein, ça s'est pas fait de nuit, sur une zone désertique, non, c'était en plein jour, en plein flot de la circulation, et notre collègue a pris 3 balles. Mais vous entendez ce que vient de dire Léa Grugeon, c'est-à-dire qu'il y a des moments où de toute façon la prison, alors là, en l'occurrence, les faits dont vous parlez ne sont pas les mêmes types de peines, effectivement. Donc de toute façon, là, on parle de choses qui ne sont pas sur le même plan d'un point de vue. Quand vous êtes placé en détention, moi je crois au sens de la peine. Oui, il y a un moment, il faut que la personne, parce que la société l'a décidé, soit condamnée, exécute une peine. Mais pendant ce temps-là, il faut aussi prévoir le moment où elle va sortir. Et ça, pour l'instant, ça pêche. C'est un temps de préparation qui est extrêmement long. Et là, ça pêche sérieusement. Youssef Chokri. Je rejoins ce qui a été dit par rapport justement aux moyens. Parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours de pointer du doigt, parce qu'on parle toujours des moyens. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnel des SPIP, ils sont 4500 agents pour la prise en charge de 270 000 personnes, milieu fermé, milieu ouvert. Faites le ratio. Ce qui est important, c'est que les missions du régalien, par exemple, qui sont dans le cadre des missions du SPIP, au jour d'aujourd'hui, ce qui est régalien, c'est les missions du greffe, directeur de pénitentiaire, d'établissement pénitentiaire et surveillant pénitentiaire. Les missions donc on regarde en gros si la peine est bien effectuée, mais alors ce que je veux dire par là, c'est les services de probation et de réinsertion, je veux dire par là que la consolider en fait les efforts, les moyens au sein des SPIP, parce que sont vraiment la cheville ouvrière, on est au sein de l'administration pénitentiaire, pour la prise en charge et la mise à exécution des peines qui sont prononcées par les juridictions. Et il est vraiment le travail du SPIP et des centrales, on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très connu vraiment dans l'opinion publique, le travail du SPIP, et malheureusement, alors qu'il y a un travail vraiment de fait. Et pour ça, si on veut travailler sur le sens des personnes qui sont incarcérées en milieu fermé et préparer la sortie, parce que ces personnes-là, elles sont amenées un jour ou l'autre à sortir et être vraiment intégrées dans la société, qu'est-ce qu'on a fait en amont pour pouvoir vraiment les préparer à la sortie? Comme ceux, avant qu'ils soient condamnés à effectuer ou à exécuter une peine, il faut aussi un travail d'évaluation et de diagnostic vraiment très profond. Et sur un profil, tout ne correspond pas à tout le monde. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de menu. Et ça, c'est un travail vraiment fin qu'il doit se faire au sein du SPIP, d'où l'intérêt de renforcer ces services-là pour qu'ils puissent vraiment travailler dans le cadre d'une mission de service public. C'est aussi la sécurité de nos concitoyens. Et comme disait, je finis juste là-dessus, disait la garde des Sceaux, il n'y a pas de justice sans sécurité. Nous, on dit qu'il n'y a pas de sécurité sans probation, parce que la probation est centrale dans cette prise en charge. D'un mot, Léa Grugeon, vous attendez beaucoup de cette agence des travaux d'intérêt général qui va être créée, qui va peut-être permettre justement de développer un peu plus ces peines alternatives dont nous venons de parler? Je pense qu'en effet, aujourd'hui, le problème en France, c'est qu'on n'a pas de culture de la probation. Tout est centré sur la question de la prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même pour parler des autres peines, on parle des alternatives à la prison. Aujourd'hui, au lieu du bracelet électronique, on va appeler ça de la détention à domicile. Finalement, nos concitoyens... Donc la prison est dans toutes les têtes. Je pense qu'aujourd'hui, entre le métier de surveillant pénitentiaire et le métier de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, il y a très peu d'entre nous qui connaissent le second. Je pense qu'il y a des campagnes pour recruter de nouveaux surveillants pénitentiaires. Malheureusement, il y a très peu de communication qui est faite sur les métiers de la probation. Et en effet, je pense qu'une initiative gouvernementale en faveur d'une alternative à la prison, c'est un acte fort. C'est important qu'il y ait un engagement qui soit pris en faveur d'une alternative à la prison. J'espère que ce sera le premier d'une longue liste, parce qu'il y a beaucoup d'autres dispositifs intelligents qui peuvent être mis en œuvre et auxquels on peut donner vraiment les moyens pour qu'ils puissent remplir leur mission. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour ce débat qui nous a donc permis de parler des travaux d'intérêt général. On va, pour aller plus loin, je vous renvoie notamment à l'un des derniers numéros de la revue Projet, La prison vaut-elle la peine? Et puis il y a aussi ce livre de Serge Portelli, La vie après la peine, paru il y a 2 ans aux éditions Grasset. Un monde en doc se poursuit avec à présent deux plongées
dans des pays en crise. Nous partons d'abord pour le Venezuela. 5 ans après l'élection de Nicolas Maduro, de nombreux opposants ont dû fuir. Ils prennent la parole et avec eux, nous allons tenter de comprendre la nature de ce régime dans un Venezuela confronté à une crise économique et bien sûr démographique sans précédent. Les résistants, le combat des exilés vénézuéliens, c'est un film de François-Xavier Freland et Mathieu Dandois. Et puis nous irons ensuite au Kosovo. Cela fait maintenant 10 ans que ce petit pays est indépendant, 20 ans que la page de la guerre est tournée, mais les communautés continuent de vivre dans des réalités parallèles. Kosovo, troubles identitaires, c'est un documentaire signé Grégoire Ossoa et Timothée Demeyer. Excellent week-end sur Public Sénat. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.